Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur My Media Prime Télévision à votre programme dominical vitrine 237 de ce dimanche 11 août 2021. À l'ordre du jour, sur l'ordre du jour, nous allons rentrer de plein pied dans les sujets d'actualité qui auront meublé en tout cas la scène publique au Cameroun tout au long de cette semaine qui vient de s'écouler. Alors, le retour des inondations, on se pose bien la question de savoir si effectivement le Cameroun a des véritables politiques publiques en la matière. Il est fort de constater effectivement que chaque fois, au mois d'août au Cameroun, depuis plusieurs années, les mêmes causes produisent les mêmes effets. On se demande si finalement aujourd'hui, ceux qui dénoncent l'absence de véritables politiques publiques en la matière de l'urbanisme au Cameroun n'ont-ils pas raison. On sait que pour la journée de jeudi dernier, toute une capitale économique a été paralysée du fait que plusieurs arrondissements ne se communiquaient pas. On prend le cas effectivement de Douala 5e avec le pont effectivement Missoké et y compris de l'autre côté de Mbagna. On se demande bien chaque année, les mêmes questions sont posées mais finalement pas de solution véritable. On poserait effectivement à l'entrée de cette émission cette problématique et également la question sur les accidents de route. Et effectivement aujourd'hui comme solution, le ministre des Transports effectivement annonce une augmentation des heures de voyage comme solution. On se demande véritablement si on va s'en sortir avec nos routes qui sont devenues de plus en plus des routes accidentogènes. Est-ce que le Cameroun aujourd'hui, en matière également de politique publique, de prévention routière, peut se positionner comme un exemple, mais il n'en demeure moins que les Camerounais continuent de tomber sur nos routes à la question de se poser, est-ce que c'est les routes qui tuent au Cameroun ou ce sont les hommes? La question également, on va faire un tour dans le cadre de cette émission également. En actu, nous n'allons pas manquer de dire que la rentrée scolaire au Cameroun, c'est dans quelques semaines seulement. Mais la grosse problématique aujourd'hui autour de notre éducation au regard de l'année académique qui vient de s'écouler continue d'alimenter l'espace public aujourd'hui avec les politiques publiques d'éducation nationale qui semblent ne pas aujourd'hui trouver des repères entre ce qu'on a évoqué en son temps, la formation en adéquation avec l'emploi. Aujourd'hui, on forme pour quoi faire? Comment est-ce qu'on forme? Toutes ces questions se posent aujourd'hui avec la qualité des enseignements et même la qualité des politiques d'insertion seront posées dans le cadre de cette émission. Autre chose, c'est que Human Rights Watch, dans le cadre de ses rapports, a effectivement commis un autre rapport le 2 août dernier, où dans ce rapport-là, effectivement, la chercheuse Allégré, effectivement, Allégrosi, oui, effectivement, qui est chercheuse auprès de cette organisation et qui travaille sur la question du Cameroun, effectivement, indiquait qu'il y a eu des graves violations de mois de juin des droits de l'homme, des droits humains dans la partie du nord-ouest et du sud-ouest. Elle dénombre effectivement 33 habitations comme cela détruites et même des pillages. Et elle attribue cela à l'armée camerounaise, tout en indiquant effectivement que l'armée camerounaise ayant le droit légal de riposter, mais devrait effectivement protéger les droits de l'homme et même les civils qui s'y trouvent de ce côté-là. Nous poserons ce sujet-là sur la table de débat ce matin, juste derrière ceci pour le panel qui m'accompagne. Merci de retour sur ce plateau. On va effectivement dans la foulée pour marquer l'élégance médiatique indiquée à ceux qui nous suivent, ceux qui attendaient effectivement qu'on débute cette émission
à 10h tout pile et qu'on s'excuse grandement. La météo continue effectivement de faire faux bon à certains de nos panélistes. C'est vrai qu'il faut effectivement s'y adapter. Mais nous y sommes. Nous allons effectivement remplir le contrat qui nous lie avec nos invités, vous, chers téléspectateurs à la maison. On commence avec vous, André Luther Meka. Vous êtes communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les millions de téléspectateurs de cette chaîne, Prime TV. Je voudrais également saluer les millions de militants du RDPC qui sont ancrés dans les renouvellements des bureaux des organes de base dans toute l'étendue du pays. Je voudrais également adresser un salut particulier à toutes les autorités du Cameroun qui travaillent sans cesse pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'intégrité territoriale, à nos forces armées qui nous protègent tous les jours. Et je voudrais également saluer tous les patriotes, tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui ont décidé de garder leur pays dans la paix, de faire en sorte que notre pays ne soit pas l'assaut des politiciens de mauvaise aloi et que nous puissions toujours être dans la paix, dans la sérénité, grâce à laquelle nous pouvons, n'est-ce pas, parler aux Camerounais, nous pouvons travailler, nous pouvons certainement aller à l'école. Et à tous ces Camerounais-là qui ont décidé de préserver la paix de notre pays, je dis merci et je leur dis que nous sommes ensemble. Bien qu'un peu de polémique dans le fond de votre développement, André Luther, c'est comme s'il y a des Camerounais qui ne pensent pas préserver l'unité ou l'intégration nationale. Parce que c'est comme si, ça fait quand même problème. Évoquer la notion du patriotisme est problématique au Cameroun. Je peux juste dire un mot, qu'il y a quand même certains Camerounais d'origine qui financent les séparatistes. Il y a certains Camerounais qui ont appelé à l'insurrection et qui chaque jour déstabilisent le pays à travers, n'est-ce pas, des marches qui sont tout à fait inquiétantes. Il y a certains Camerounais qui, dans les réseaux sociaux, incriminent, déstabilisent le pays à longueur de journée. Et ils sont Camerounais, certes, mais ils n'ont pas l'âme patriotique de notre devise paix, travail, patrie. Merci bien. Sur ce plateau, Raoul Lemopi, lui, il est enseignant de philosophie. Il faut le rappeler, il est également syndicaliste. Il est le responsable du SINAES, de l'antenne de l'arrondissement de Douala 3e. Raoul Lemopi, bonjour et bienvenue. Bonjour Sylvain, et bonjour aux autres copanélistes. Merci, n'est-ce pas, de l'honneur que vous me faites, n'est-ce pas, à me convient à ces déjeuners intellectuels. Je voudrais dire bonjour aussi à nos nombreux syndiqués qui nous écoutent et rappeler à la communauté éducative nationale que le SINAES, le syndicat national autonome de l'enseignement secondaire, aura sa rencontre nationale le 28 août 2021. Je ne vais pas finir ce mot inaugural sans dire bonjour à un ami particulier que j'ai retrouvé après près de 20 ans d'absence. C'est Cyril, très bon et digne fils du Cameroun. Merci bien. Un autre communicant politique, Pierre-Emmanuel Bignam, il est communicant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, précisément le régional, la communication du MRC dans le littoral. Bonjour et bienvenue, Pierre-Emmanuel Bignam. Bonjour Sylvain et bonjour à mes copanélistes. Un bon dimanche à tous les téléspectateurs de MyPrime Media qui nous suivent en ce moment en direct. Et je ne pourrais pas ne pas commencer mes propos sans apprécier ce rendez-vous qui est devenu dominical aujourd'hui au Cameroun entre 10h et 11h30 de l'émission La Vitrine 237. Donc, je profite également de cette occasion pour faire un clin d'œil et renouveler mes encouragements accompagnés de mon salut patriotique à tous les prisonniers politiques, sinon même, on dirait à tous les otages de Paul Biya, du militant pour la renaissance du Cameroun, qui croupissent dans les géoles depuis, pour certains, 2 ans, pour d'autres 1 an aujourd'hui, pour avoir osé manifester
pour décrier des maux qui minent notre société, tels que les détournements des deniers publics de plus de 3 000 milliards dont les fonds étaient alloués pour la CAN 2019. Alors, pour avoir posé cet acte patriotique qui est inscrit dans notre constitution, ils se sont retrouvés embastillés, pour d'aucuns 1 an aujourd'hui, et pour d'autres plus de 2 ans, pour ceux qui ont été arrêtés depuis 2019. Donc, je ne pourrais pas ne pas les saluer et les encourager, les renouveler notre soutien au quotidien et auprès de leur famille. Merci. Un autre sur ce plateau, il faut rappeler, hein, je devais vous faire cette précision, il a tenu que cela se fasse. La chefferie Bana me dit que vous êtes très aimé de ce côté-là, Pierre Emmanuel Biya. Dimanche dernier, vous devez être ici, il y a 2 semaines, vous n'y étiez pas. On a tenu à ce que je vous le dise en direct parce qu'ils nous suivent au palais de ce côté-là. Merci, chef. Merci. Merci à la communauté Bana. Un autre panéliste, c'est Bertrand Tatinda, qui est le secrétaire général du nouveau mouvement populaire qui vient de sortir de sa 2e convention. C'était le week-end, c'était la semaine dernière. Bertrand Tatinda, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là. Bonjour à vos milliards de téléspectateurs, à mes copanélistes. Vous savez, la famille des panélistes à Douala, on se connaît tous. On voit la vie différemment, mais on s'aime bien. Donc, il ne faudrait pas que souvent les internautes croient que c'est la guerre entre nous. On s'adore, mais on ne voit pas le Cameroun pareil. C'est vrai qu'on sort d'une 2e convention. Et mon frère Meka a posé les problématiques. D'ailleurs, nous avons posé la première problématique, une problématique d'ordre énergétique. Cette vision coloniale de voir la façon dont il faut gérer les tristes au Cameroun. Nous demandons à EDF, Artis, à ce fonds de pension d'arrêter sa façon de fonctionner. On ne peut pas être dans un pays où on a le monopole et on se comporte comme les brigands. C'est-à-dire, si un contentieux qui n'existe pas, vous vous trouvez coupé. Coupé. Il joue sur le fait que, n'ayant pas de lumière chez vous, ne pouvant pas, comment je vais dire, faire étudier vos enfants décemment, étant en position de force, eh bien vous allez aller dans de petits arrangements. Nous disons à EDF qu'ils nous trouveront sur leur chemin. Une famille, la famille Prison, on leur brandit une facture de 4,7 millions sur un contentieux qui datait de 1995, qui était à 700 000. Comment le contentieux de 1995 est arrivé en 2021 à 4,7 millions. Je rappelle que 2 autres compteurs ont été mis dans ce domicile. Voilà des pratiques qu'ils ne font pas chez eux. Je connais un peu la France. J'ai même travaillé là-bas. Ils ne font pas ça chez eux. Nous attirons l'attention de l'ARCEL. Nous attirons l'attention du ministre de l'Industrie, qui a dit qu'une fois que vous êtes en contentieux avec Eléo, vous ne devez plus être coupé. La coupure même, c'est un processus de fin de démarche. Et même souvent, elle doit être issue d'une décision de justice. Merci. Nous reviendrons sur ce cas. Je chute en saluant particulièrement mon ami Meka. C'est un patriote, c'est un grand garçon. Je suis fier de lui. Nous demandons à chaque Camerounais d'être mobilisé. Il y aura enfin cette CAN. Le tirage au sort, c'est dans 2 jours. Les plus beaux stades du monde. 7 nations en Afrique ont demandé à jouer au Cameroun leur match éliminatoire de Coupe du Monde. C'est le grand bâtisseur, le président de la République qui a mis ça pour la postérité. Merci. Je suis fier de lui. Merci Bertrand Tatinda. Même comme je vais quand même vous prendre au mot là, en donnant la parole à André Luther Meka en parlant des inondations. Le Cameroun va organiser la CAN dans quelques mois seulement. Mais les images qui circulent dans des grandes métropoles, pour une ville comme celle de Douala qui va accueillir la CAN, on se demande bien si ces inondations-là, si ces images sont réduisantes pour l'image de la nation qui va organiser la CAN, pour parler des inondations. Vous avez vu le niveau d'eau qu'il y a eu à Douala. Je suis tout à fait inquiet par rapport à votre question, pour la simple raison que les phénomènes d'inondation sont des phénomènes mondiaux. Il y a des inondations à Washington, il y a des inondations à Paris, il y a des inondations qui sévissent dans des grandes villes dans le monde et même à Pékin. Donc, notamment, ce sont des catastrophes naturelles qui arrivent. Mais, comme vous le savez, l'origine des inondations part du fait, n'est-ce pas, des canalisations d'eau dans les grandes villes. Et
au niveau des drains, nous avons un problème d'incivisme des populations qui saturent les drains par des bouteilles, par des déchets qui empêchent la circulation fluide des eaux. André Luther Meka, vous n'allez pas jeter la responsabilité de l'absence de véritables politiques d'urbanisation d'une ville comme celle de Douala sur des populations qui ne demandent qu'à être loties, qui ne demandent qu'à être logées. On nous indique effectivement une sorte de complicité entre les autorités municipales et bien d'autres, les préfectures, quelques attributions des zones marécageuses dans la partie de Douala 5e. Ce n'est pas les populations, ça, André Luther Meka. Oui, vous voulez très bien que les téléspectateurs de cette belle émission de Vitrine 237 puissent savoir que la conséquence, ou si vous voulez la cause de ces inondations sont, n'est-ce pas, de l'apanage de l'État. Je sais que c'est la problématique la plus facile que vous avez lorsqu'il s'agit d'un débat comme celui-ci. Et je vais vous demander nettement aujourd'hui de ne pas souvent disculper, de ne pas épargner le citoyen dans la bonne marche de la République. Parce que chacun a son rôle, chacun a son couloir et chacun a son domaine de définition. Si il revient à l'État de mettre un certain nombre de structures, de mettre un certain nombre de caps afin que le citoyen soit bien épanoui, il revient aux citoyens d'avoir des comportements adéquats pour permettre à ce que ces infrastructures soient pérennes. Et je vais vous dire que l'incivisme hygiénique, si on peut appeler ça comme ça, est un véritable problème dans les grandes villes. Parce que comme vous le savez, il y a des Camerounais dans l'informel qui occupent les trottoirs et qui vendent des produits comestibles qui sont dans les trottoirs et qui saturent les trottoirs, les drains par des déchets. Et je vous informe qu'en ce qui concerne la ville de Douala, le maire de la ville, le docteur Bassandine, a lancé une opération sur libérer les trottoirs, qui était une opération salutaire qui devait amener à ce que les trottoirs soient libérés et qu'il y a, n'est-ce pas, une sorte de curage des drains qui sont entretenus par les jeunes que les mairies recrutent par rapport à l'hygiène et salubrité. Donc vous comprenez que en ce qui concerne les inondations, il y a un certain nombre de responsabilités qui reviennent à la population. Et notamment aussi les services d'hygiène des mairies doivent faire ce travail avec le curage des drains pour permettre à ce qu'il y ait la circulation des eaux. Je crois que si nous sommes d'accord sur ce plateau, et si nous sommes d'accord dans le fait que chacun doit apporter sa part d'édifice dans la réalisation, n'est-ce pas, de l'hygiène et salubrité dans nos villes, je crois que les populations ont également leurs responsabilités. À une époque, j'ai été membre, n'est-ce pas, du comité de développement de Bonaminkano à Bonabéry, où on s'organisait avec des jeunes pour pouvoir mettre la propreté, pour pouvoir curer les drains, afin que le quartier soit propre. Et je prends les jeunes de Bonabéry à témoin aujourd'hui pour signifier que il y a une partie de la population qui doit faire un travail important. André Luther Meka, c'est une affaire où on annonce des gros sous pour l'aménagement des bassins versants, pour le cas de la ville de Douala, avec l'appui de la Banque mondiale pour des communes et l'Union européenne. Des 100 millions pour le cas de l'exercice de 2013 et 2020 pour des mairies. On se demande bien qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces autorités municipales-là. Pour que vous veniez dire que les gens devraient s'organiser en bande de 3, de 5 pour parler au problème d'inondation, André Luther. Ce que je suis en train de dire, c'est je suis en train de faire en sorte que les responsabilités soient établies. Parce qu'il y a d'abord l'incivisme des populations, il y a également l'organisation des mairies, des communes pour l'hygiène et salubrité. J'ai souvent remarqué qu'il y a une journée le jeudi qui est consacrée à l'hygiène et salubrité et dont malheureusement nous ne voyons pas souvent des personnes se mobiliser
dans les quartiers et dans les communes. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faudrait qu'il y ait un sursaut d'orgueil du côté des communes d'arrondissement pour que la journée de propreté qui est consacrée le jeudi soit effectivement axée dans le cadre, n'est-ce pas, du curage des drains et de la propreté dans les villes. Et je ne pourrais pas finir mon propos sans indexer également le civisme des populations et notamment l'harmonisation des comportements citadins dans les villes du Cameroun. Merci. Emmanuel Bignam, les populations sont là sous les eaux, pour le cas de Missoké, pour le cas de Mbanya, pour le cas de Mabanda. C'est pas là, c'est pas anodin, c'est des faits connus. L'agence nationale de météo a annoncé cela au mois de juin et que finalement, tac, au mois d'août, on a des populations qui ne savent pas où, jusqu'aujourd'hui, depuis quelques jours là où dormir. Ça pose quand même un sérieux problème d'urbanisation des grandes villes comme celle de Douala. Il n'y a pas que le problème d'urbanisation dont nous faisons face au Cameroun. Le Cameroun est un pays qui fait face à beaucoup de problèmes, et parmi lesquels celui d'urbanisation. Lorsque une situation comme celle-là arrive, moi je ne suis pas souvent d'accord qu'on soit en train de mettre tout sur la tête des pauvres Camerounais que nous sommes, c'est-à-dire que des populations. L'État a le devoir de protéger les populations, c'est l'une de ses fonctions régaliennes. Et aujourd'hui, l'État l'exerce à travers les collectivités territoriales décentralisées, parce que nous parlons ici dans le cadre des communes. Ces pauvres gens qui sont à Mabanda, à Moussoké et autres, vous allez constater que ce sont des populations défavorisées. Nous n'allons pas nous cacher pour le dire. Ceux qui ont la possibilité d'avoir des logements décents n'habitent pas dans ces endroits-là. C'est généralement des endroits très enclavés. Les problématiques qu'il faut poser le plus souvent lorsque ce genre de situation arrive, malheureux surtout, c'est que quelle est la politique publique ou quelles sont les politiques publiques que l'État met en jeu pour davantage protéger ce type de population. Et on remarque au Cameroun, il y a un problème de proactivité dans la gouvernance. Globalement, on a un problème de proactivité parce que si déjà, selon les informations que vous avez fait relayer ici, l'Agence nationale de la prévention des risques et catastrophes a annoncé cela il y a quelques mois et que jusqu'à présent, les mairies de Douala n'ont pas réagi pour saisir le taureau par le cornes et prendre toutes les dispositions afin d'éviter cela. C'est qu'il y a un problème. Et il y a un autre problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la plupart du temps, ce ne sont pas forcément les infrastructures qui manquent au Cameroun. Okay? Ce n'est pas toujours les infrastructures qui manquent au Cameroun. Moi, j'ai vu quand même l'effort de l'État et de certaines collectivités territoriales décentralisées de finaliser les projets sur les drains, qui sont de très bons projets, permettant d'évacuer nos différentes eaux et autres qui sont sources d'inondation. Mais alors, il y a un épineux problème qui se pose, celui de l'entretien. Celui de l'entretien. Nos pouvoirs publics, y compris les collectivités territoriales décentralisées, n'ont aucune politique d'entretien des édifices, des infrastructures qui existent. Ces drains, ces caniveaux, sont-ils entretenus? Très rarement. Très rarement. Il devrait avoir un calendrier, sinon même hebdomadaire et mensuel, d'entretien de ces infrastructures-là. C'est ça parce que rien n'est parfait. Okay? Rien n'est parfait. Il y a des choses sur lesquelles j'ai l'habitude de tirer à boulet de canon sur le régime, mais pour ce cas d'espèce, je pense qu'il se pose véritablement un problème d'entretien. Et qui doit faire ces entretiens-là? Dans le cas d'espèce, ce sont les collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les mairies. Les mairies doivent faire un calendrier d'entretien de ces caniveaux-là et de ces infrastructures. Maintenant, au niveau des populations, je confirme aussi que les populations de Douala sont désordonnées.
Je le dis avec beaucoup d'autorité, parce que nous sommes tous au quartier. Nous voyons les comportements des uns et des autres. Même si l'État fait descendre à un moment donné le ciel au Cameroun en termes d'infrastructure, si nous ne développons pas un comportement de citoyenneté, il sera difficile pour nous, les populations, de maintenir ces infrastructures dans un bon état et de continuer à perpétrer cet investissement sur l'avenir. Donc, c'est toutes ces équations qu'il faut résoudre. Mais au premier chef, il faudrait que les mairies saisissent le taureau par le corne pour éviter à ces pauvres gens de vivre des drames. Parfois, il faut également souligner que ces drames sont source de mort dans certaines localités, dans certains quartiers. Et c'est des situations qui provoquent souvent des éboulements, des maisons qui sont renversées et des enfants qui sont emportés par les torrents. De toutes les façons. Voilà, des enfants sont emportés par les torrents. Donc, je crois que l'État a ce devoir-là de protéger les populations et que l'État continue à mettre tous les moyens qu'il faut. Tous les moyens qu'il faut. Et la dernière chose que je vais dire, c'est qu'en l'état actuel des choses, il faut aussi le préciser, puisque nous avons, je le dis toujours, nous avons le devoir d'éduquer nos populations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'état actuel des choses, où les collectivités territoriales décentralisées ont demandé le transfert, au moins d'abord de 1% du budget de l'État, et ne l'ont pas en leur possession, il est très difficile, au jour d'aujourd'hui, pour une mairie d'atteindre ses objectifs quant à ce qui concerne le développement des politiques publiques qui sont dans son cahier de charge. Et c'est une manigance, ou bien je peux appeler ça, c'est une volonté du gouvernement camerounais de ne pas mettre à disposition de ces collectivités territoriales décentralisées les budgets dont ils ont besoin pour continuer à centraliser les choses au niveau de Yaoundé. Et c'est autant de choses que les populations décrivent. Il faudrait que véritablement, puisqu'ils sont décidés à aller vers la décentralisation, que cette décentralisation ne soit pas seulement sur le papier. On a parlé de transfert de compétences. Il y a des transferts de compétences, il y a certaines mairies qui ont commencé à travailler dans ce sens-là. Mais il faut également transférer les fonds. Les fonds, parce qu'on a parlé de 100 millions tout à l'heure. Honnêtement, c'est 100 millions pour désengorger les rigoles à Douala, les drains et autres sont très insuffisants. C'est très insuffisant. Il faut au moins 10 à 15 fois ce type de budget pour qu'une ville comme Douala puisse avoir une bonne politique de gestion de ces infrastructures-là. Merci Pierre-Emmanuel Bignam. Bertrand Tatinda, les inondations, au-delà de ce qu'a évoqué André Luther Meka ici, ne sont pas que, au-delà du naturel, il y a des phénomènes d'hommes là, parce que c'est pas l'eau qui demande aux gens d'immatriculer les zones à risque. C'est le cas, c'est ce qu'on dénonce là peut-être aujourd'hui, pour le cas de Douala 5e. On se demande bien comment on fait pour finalement stopper cette affaire d'inondation pour une ville comme celle de Douala. Je suis en grande partie d'accord avec mon frère Bigna. Vous savez, Douala n'était pas parti pour être la capitale pratiquement économique du Cameroun. Par sa proximité avec le Vouri, Rio dos Camaroès, Douala s'est imposé comme étant le centre des échanges, le point des échanges, dont les premiers plans d'urbanisation de Douala ont été faits en quelque sorte par, on va dire, les colons, les Français. Et eux, ils s'étaient arrangés à y habiter dans des quartiers plus ou moins potables et mettre sur pied un corridor qui débouchait sur le port. Ça, c'est le premier point. À cette époque, Douala, c'était 300 000 habitants. Aujourd'hui, Douala et le grand Douala, c'est 3,5 millions, ça va chercher dans les 4 millions. Et tous ceux qui se sont succédés à la tête après les colons, de ce qu'on va appeler les communautés urbaines, les mairies d'arrondissement, les mairies, est-ce qu'ils ont tenu compte de cette problématique et de ce taux de croissance de la population pour réaménager Douala, repenser Douala? Première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'au début des années 90 va apparaître ce qu'on va appeler un mouvement écologique. Donc, les questions environnementales vont être posées.
Nous, on était dans des batailles de liberté d'expression, dans ce qu'on va appeler les vents d'est de liberté. Mais à cette époque-là, déjà, il fallait l'intégrer. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, la saison de pluie commençait à la fin du mois de mai. C'est-à-dire, mois de juin, on était en pleine saison de pluie. Mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement au mois d'août. Nous avons des journées de soleil à Douala. Donc, nous avons épisodiquement des semaines très pluvieuses et des semaines ensoleillées. Donc, les questions environnementales se sont imposées. C'est-à-dire que Douala a changé à ce niveau. Troisième des choses, sur 5 000 milliards de budget équilibré en recettes et en dépenses, les 2/3 sont produits par Douala et son grand environnement. Donc, 3 000 milliards, 3 300 milliards. Une mairie de la ville à 70 milliards, c'est sérieux? Il faut qu'on se pose certaines questions. Vous savez, sur un type de question, il ne faut pas faire des polémiques et tout. Pour moi, la mairie de la ville devait aller chercher dans les 500 milliards. Parce que si vous viabilisez Douala, vous dopez la production de Douala. Si on viabilise Douala, c'est-à-dire Douala peut produire à elle seule, la ville de Douala, 5 000 milliards. Donc l'aménagement de Douala est lié même aussi, comment je vais dire, à la santé économique du Cameroun. Donc les gens ne l'ont pas fait. La troisième notion, la corruption. J'ai discuté avec un ami qui travaille à la mairie de la ville. Il m'a dit, monsieur Tatsinda, il y a 700 000 maisons à détruire à Douala. C'est-à-dire s'il faille dire qu'ici, là, on applique la loi. Et pas seulement, comme l'a dit mon frère Bigna, à Makepe Misoke. Dans la prison. À quoi? Dans Moussa dit. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle les quartiers des milliardaires, il m'a dit 700 000. Qui prendra le risque de le faire? Il m'a dit, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que ce sont des maisons qui se sont construites sans respecter la réglementation en vigueur. Donc, vous voyez donc que quand on prend cette problématique-là, et enfin la notion de tolérance administrative, pourquoi le gouvernement peut laisser les gens aller s'installer à Newton Aéroport, à Makepe Milsoke, sachant déjà qu'elles ne peuvent pas y rester toute leur vie, et sachant que ce sont des zones à risque. Donc quand on met tout ça ensemble, on a pratiquement envie de dire que nous sommes tous responsables. Qu'on ne peut pas seulement tirer sur l'homme politique, que nous aussi. C'est-à-dire, moi-même Bertrand Tatsinda, j'ai une dépendance, j'ai l'impression que c'est sur un terrain pas très potable. Donc je fais mon mea culpa à la télévision, que je ne souhaite pas donner des leçons à la terre entière. Donc voilà donc une problématique que vraiment, sans polémique de parti politique, sans politique vraiment, il faut qu'on s'asseye et qu'on règle ces problèmes-là. Parce que ça va de mal en pire. Je rappelle que moi j'ai suivi le communiqué. On explique qu'il y aura une déluge, la pluie arrive. C'est-à-dire en septembre, il y aura beaucoup plus de, comment je vais dire, de déversement en eau que ce que nous avons eu la semaine dernière. On ne serait pas venu à votre émission parce que le pont Bagna aurait été coupé. Moi j'habite à Akwa. Comment je serais arrivé? On montait sur les camions à 300. C'est-à-dire pour traverser. La pirogue c'était 200. On a sorti le chef Bagna à 350. Mais je veux dire, on a une canne qui arrive. Je veux dire, on a le monde entier qui doit venir. Certains sont même déjà là en repérage pour chercher les hôtels. Vraiment, réglons ce problème-là, vraiment, une fois pour toutes. Raoul Lemoupi, on règle ça. Comment? C'est pas... ce discours est déjà connu. L'année dernière, on en parlait. Mais nous y sommes toujours. Alors, merci de me passer la parole. Vous allez me permettre de saluer la très grande communauté camerounaise du côté des Minnesota. Ils sont en ligne, ils nous écoutent, ils nous suivent, ils nous font constamment des coups d'œil. Je pense à la famille Chofo. Elle est située au Minnesota. Alors, vous posez une question pertinente. Je vais d'abord commencer par faire quelques restrictions. Je vais dire, je suis responsable de rien par rapport à ce qui arrive dans la ville de Douala en termes d'inondation. Si on pense l'origine contractuelle de l'État, on arrive très bien à comprendre que la manière dont l'État a pris corps dans bon nombre de pays africains indique déjà clairement qui est le responsable des inondations. Au moins le responsable principal. Ils sont clairs pour dire les choses. Parce que finalement, on va constater que quoi? On va constater que si on admet que l'État est une organisation consensuelle qui sort des mains des populations, les populations contribuent à la bonne marche de l'État au moyen des cotisations. Cela veut dire que c'est l'État qui détient la cagnotte à partir de laquelle
elle va résoudre ou bien prévenir les citoyens des inondations. D'où vient-il donc? Parce que pour qu'on déclare, n'est-ce pas, la défense de l'État, il faudrait qu'en amont, que les citoyens n'aient pas eu à payer leur contribution. Les citoyens ont contribué. Ils ont payé les impôts, ils ont payé les taxes. Ils ont payé les taxes nationales, ils ont payé les taxes locales. Pourquoi ceux qui sont en charge de jouer leur partition, ou bien ne veulent pas jouer leur partition, ou bien choisissent, n'est-ce pas, de la jouer très mal? Je voudrais donc, par ces prémices méthodologiques que je viens de poser, donner mon opinion sur la question. La véritable citoyenneté verte, que nous appelons de tous nos voeux, ne peut commencer que par le roux. Parce que ce qui est vrai, M. Tatina, disons la vérité. Vous avez d'ailleurs visité un quartier comme Bilongué, c'est dans l'arrondissement de Douala 3e. Il y a un pont monumental là-bas, qui est l'une des causes majeures des inondations dans cette zone, parce que complètement bouché par les emballages plastiques de plusieurs sociétés qui commercialisent de l'eau minérale. Ne voyez-vous pas que l'État qui a le pouvoir de normaliser la production de ce genre d'emballage, qui rend difficilement possible la circulation de l'eau, a sa responsabilité dans cette affaire-là? Regardez avec quelle vitesse et avec quel hargne on poursuit les vendeurs de plastique dans les marchés. Certains sont même allés en prison. Mais les gros pollueurs sont là tranquilles, ils polluent, ils créent le désastre partout, au vu, au su de tout le monde. Est-ce que vous savez que même la société en charge du ramassage de ces ordures-là ne renseigne pas suffisamment les populations sur les horaires de passage? Parfois, c'est même quand les enfants sont en train d'aller à l'école que vous suivez les klaxons. C'est-à-dire que la société se pavane quand il n'y a personne pour leur remettre les ordures. Il y a donc, à ma manière de voir, un problème sérieux qui doit questionner, n'est-ce pas, le rapport des gouvernants à l'idéal d'une société véritablement préservée de ce genre de choses. Moi, je dis et j'insiste, peut-être parce qu'ils sont de l'autre côté, ils voient la vie en grand et se disent qu'il ne peut pas avoir d'inondation à Etoudi. Mais qu'on fasse très attention. Qu'on fasse très attention. Si ceux qui dirigent sont le prolongement de l'âme des citoyens, qu'on le veut ou non, lorsque les citoyens sont très mal à l'aise, on ne peut pas venir divertir les gens avec une théologie du style ce sont les populations, c'est ça, parce que aussi l'éducation de ces populations, la répression est aussi une activité de l'État. La corruption qui encadre même la construction des drains n'est pas punie par l'État. Moi, je suis au quartier Brazzaville, tout juste derrière mon lycée, le lycée bilingue de Dinan Brazzaville. Regardez ce qui se passe là. On avait applaudi de toutes les mains et de tous les pieds, pour ceux qui peuvent applaudir des pieds, la construction de quelque chose qui, sur le papier, était appelé drain. Mais à l'arrivée des courses, qu'est-ce qu'on a eu? Simplement une rigole d'à peine 1 mètre. Donc on connaît le flux. Oui. Mais allez derrière le lycée bilingue de Dinan Brazzaville. Allez mesurer la largeur. Rentrons dans le cahier de charges pour se demander, est-ce que s'il y a eu un travail en amont, c'est-à-dire les études préalables, on peut se retrouver avec quelque chose qui ressemble à une rigole et qui n'a pas véritablement résolu le problème pour lequel il a été mis en place. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis, quand il pleut à Douala, et dans cette zone-là particulièrement, après 30 minutes, le quartier Brazzaville est encore inondé. Merci Raoul Lemopi, André Luther, mais très rapidement on avance. Hein. Les accidents, autre chose, c'est les accidents de la route là. Le ministre des Transports qui fait une sortie et aujourd'hui on s'attendait effectivement qu'il y ait une véritable concertation pour qu'on évite le sang qui continue de couler sur nos routes. Mais on nous dit on augmente les heures de voyage. Pour quelle efficacité dans ce qu'on observe aujourd'hui là, André Luther?
Je voudrais d'abord, pour clôturer ce débat, dire quelques mots. Je crois que à l'unanimité, on est d'accord sur un certain nombre de points sur ce plateau, si vous avez constaté, en ce qui concerne les inondations. D'aucuns ont critiqué la dotation budgétaire, ont même proposé qu'il y ait une concentration budgétaire dans les villes de Douala. Et je vais répondre à mon frère Tachinda pour dire que nous avons, n'est-ce pas, une politique de péréquation qui permettent l'émergence de toutes les villes du Cameroun, contrairement à d'autres pays qui sont concentrés dans les capitales. Vous savez, au Gabon, vous ne connaissez que Libreville, Kampala, Brazzaville, mais au Cameroun, toutes les villes ont une émergence de développement. Donc c'est ce qu'on appelle en économie une péréquation budgétaire qui permet à ce que d'autres villes puissent, n'est-ce pas, se développer. Et je voudrais dire que nous sommes tous d'accord, qu'il y a l'incivisme des populations. Et ils ont parlé également du problème d'installation anarchique, mais celle de la tolérance administrative, parce que effectivement, lorsque les zones rurales, c'est-à-dire des gens viennent dans des villages pour venir chercher, n'est-ce pas, le pain quotidien, pour venir chercher un Eldorado, ils s'installent partout. Et la communauté urbaine et les communes, n'est-ce pas, laissent prospérer pour des besoins politiques. Parce qu'en fait, si on ne contient pas cette population-là, il y aura, n'est-ce pas, des clameurs sociales, des crises qui peuvent impacter la vie du vivre ensemble. Donc, il est important que la rigueur soit à ce niveau-là. Et je suis d'accord avec M. Lomopi qui parle, n'est-ce pas, de la société d'hygiène et de salubrité, qui doit donner des heures de passage. Mais nous ne pouvons pas disculper le fait que quand il y a des infrastructures, comme M. Pierre-Emmanuel Bignam a dit, il y a des infrastructures, il faudrait que les Camerounais sachent entretenir ces infrastructures et puissent travailler pour que la cour soit propre. Tu sais qu'il y a un proverbe chez nous qui dit que si chacun balaie sa cour, tout le pays est propre. Tout le pays est propre. C'est-à-dire que si maintenant vous dites que dans votre quartier là, ce sera propre, tous les quartiers seront propres et tout le pays est propre. Donc, il faudrait que nous aussi, nous puissions avoir une idée du beau pour apporter notre contribution à l'hygiène et salubrité de notre pays. Je vais vous dire le véritable problème qu'il y a dans les transports. Il y a plusieurs problèmes. Le premier problème dans les transports, c'est l'utilisation des ressources humaines dans les agences. Parce qu'il y a des problèmes de recrutement des chauffeurs. Est-ce que les chauffeurs qui sont recrutés sont expérimentés? Est-ce qu'ils sont recrutés à un nombre suffisant pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler? Je vais vous rappeler qu'il y a des chauffeurs qui font près de 5 tours Douala Yaoundé et qui sont véritablement fatigués. Il y a des chauffeurs qui, pour conduire une voiture, ils doivent prendre au moins 2 ou 3 bières. Donc, il y a des attitudes professionnelles. Il y a des attitudes professionnelles qui font en sorte que si on ne diagnostique pas très bien l'origine des accidents, il y aura un véritable problème. Moi, j'avais pris une agence, parce que c'est important d'aller dans les faits, j'avais pris une agence. J'allais à la FECAFOOT, je devais avoir une session à 16h. J'ai pris une agence à 11h, parce que j'ai loupé les VIP. Mais c'était à une telle vive allure que je suis arrivé à Yaoundé à 13h30. De 11h à 13h30. Et je vous assure, à l'entrée de Yaoundé, j'ai dit que je descends. J'avais même la monnaie qu'on devait me rembourser. J'ai dit que non, moi je ne prends plus parce que j'étais horripilé. Donc il y a ce problème-là qu'il est important de regarder. Il y a les problèmes de la visite technique pour qu'on puisse bien voyager. Parce qu'il y a des garages administratifs qui sont pratiquement abandonnés aujourd'hui où les gens ne partent plus faire la visite technique. Ça, c'est un autre problème. Et maintenant, vient le problème, n'est-ce pas, de la vitesse. Parce qu'il y a des personnes qui roulent pratiquement à tombeau ouvert. André Lutemeka, vous prenez le problème peut-être pas à la fin, là. Les infrastructures d'abord, et ensuite les conditions, les conditions avec lesquelles on exerce le métier de transporteur au Cameroun. Oui, ce n'est pas comme ça que je vois ce problème. Parce que si nous avons des Camerounais insouciants, si nous avons des Camerounais qui ne sont pas bien formés, si on ne recrute pas un bon chauffeur qui a de l'expérience, si on recrute un soulard, même s'il a des autoroutes, je ne sais pas, élargies à des 15, 25 mètres, 40 mètres, je ne sais pas quoi, il y aura toujours des accidents. Alors, qu'est-ce que le ministre des Transports propose? Il propose à une vitesse de tortue pour pouvoir, n'est-ce pas, limiter la casse. Bien évidemment, en sachant que si quelqu'un roule doucement,
tout sera contrôlé et même s'il y a des chocs, les chocs seront de moindre importance. Mais le véritable problème aussi, c'est le problème, n'est-ce pas, du coût d'opportunité de prendre un tel voyage, parce qu'il y a des gens qui ont des rendez-vous, il y a des gens qui travaillent, qui peuvent travailler et qui ont besoin, n'est-ce pas, d'une certaine célérité pour arriver à leur rendez-vous. Mais je crois que le problème est de façon globale tout ce que j'ai pu énumérer là. Pierre Emmanuel Bignam, les morts continuent de tomber sur nos routes. Aujourd'hui, on frôle toujours le peloton de tête des pays avec des routes qui sont classées comme des pays avec des routes accidentogènes. On se demande bien de savoir, est-ce que le diagnostic que veut élaborer André Luther Meka, les visites techniques, la capacité de lucidité du chauffeur, à elles seules suffisent pour effectivement éviter ce à quoi on assiste, au point d'en avoir 40 morts sur nos routes en 48 heures. Bon, il faut préciser également que les accidents se produisent partout, jusqu'aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne, partout. Mais sauf que ailleurs, l'État a une politique de prévention des accidents. Et cette politique de prévention des accidents passe par non seulement l'entretien des routes, mais également la construction des routes, nouvelles infrastructures, qui sont selon les standards recommandés. Si c'est en Europe, l'Union européenne, si c'est en Afrique, selon les standards de la CEMAC ou bien de la CEDEAO, ainsi de suite, ou bien l'UEMOA. Donc, je vais prendre un cas simple. Nous constatons que la plupart des accidents qui sont produits, c'est-à-dire que plus de 70% des accidents, sont produits généralement sur l'axe routier numéro 1, 2 et 3. C'est-à-dire que Douala-Yaoundé, ce qu'on appelle le triangle la mort. Le triangle la mort, Douala-Yaoundé, Bafoussam-Douala et Bafoussam-Yaoundé. La plupart du temps, plus de 70% du volume des accidents produits. Et qu'est-ce qu'on observe sur ces routes? On observe que ce sont des routes qui ne sont plus praticables. Parce qu'au temps où Aïdjo les a construits, à partir de ce moment à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de dégradation. On a connu un véritable problème sur l'axe Douala-Yaoundé après que comment on appelle ça, ce qui s'est cassé à Maniaï là, après que le bus de Maniaï ne soit explosé. On a connu des travaux de réaménagement que l'État a lancés. C'était une bonne chose, mais encore fallait les prévoir depuis longtemps. Et où en est-on aujourd'hui avec l'autoroute Douala-Yaoundé? Ça, c'est la question qu'il faut également poser. Est-ce que le Cameroun, en l'état actuel des choses, et de notre budget et des moyens qui ont été mis à contribution pour la construction de cette route-là, est-ce que vous ne pensez pas que le Cameroun, tout au moins sur l'axe numéro 1, mérite une autoroute? Vous ne pouvez pas m'expliquer que des milliards ont été mis à contribution pour ce chantier depuis pratiquement 11 ans qui n'est pas encore livré. Alors, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Où sont les priorités de ceux qui nous gouvernent? Quelles sont les priorités? Leur priorité, c'est nous rendre la vie facile ou bien contribuer à ce que nous ayons la vie difficile. Quand vous prenez l'axe, moi je suis quelqu'un de l'Ouest par adoption. C'est-à-dire que je suis constamment à Banganté. Quand vous prenez la route Douala-Yaoundé, il y a quelque chose qui m'arrive tout le temps et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Au niveau de Tanguy, de Source Tanguy, il y a un dos d'âne là qui me prend toujours. C'est-à-dire que le dos d'âne là me prend toujours. C'est-à-dire que parfois je m'apprête, même en journée, que non, cette fois-ci. Arrivé là, ça me prend toujours. Parce que ce sont des dos d'âne qui n'ont pas de plaque de signalisation à distance. Et ça va toujours te prendre. C'est-à-dire que, donc, c'est autant de choses que nous rencontrons sur ces routes qui sont déjà dépassées en termes de standards. Et même la façon de les entretenir n'est pas bonne. Alors, je crois que pour ce cas d'espèce, autant je disais qu'au niveau des infrastructures, des engorgements des eaux, il y a un effort qui est fait, mais il y a un effort absent de l'État d'améliorer nos routes, de les rendre, de les mettre aux standards internationaux et aux standards même de la sous-région,
et d'éviter à ce qu'il y ait tellement d'accidents. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, l'État, le gouvernement a-t-il déjà fait une communication gouvernementale, parce que ça se fait dans d'autres pays, communication gouvernementale, pour nous indiquer souvent quels sont les objectifs de réduction du nombre d'accidents en une année, et lorsque l'année finit, où en sommes-nous? Il y a des politiques qui sont menées dans d'autres pays, même de la sous-région CEMAC, comme le Gabon, comme la Guinée équatoriale, qui annoncent souvent en début d'année, objectif zéro accident. Ça ne veut pas dire qu'il y aura zéro accident. Et que l'État va mettre les moyens pour réduire au maximum le nombre d'accidents. Mais avant d'y arriver, il faut doter de notre pays des infrastructures routières adaptées. Et c'est un véritable problème aujourd'hui. Les gens sont concentrés dans la corruption, parce que nous avons également un problème qui se pose, celui du péage. Le péage a collecté des milliers de milliards. Il y a tout un fonds routier. Sur nos routes, le péage a collecté des milliers de milliards depuis des décennies aujourd'hui. Et logiquement, cet argent devrait contribuer à offrir aux Camerounais des meilleures infrastructures routières. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et un autre problème qui se pose, pour montrer à quel niveau, à un moment donné, le gouvernement camerounais ne se préoccupe pas vraiment des problèmes pressants des populations. Parce qu'il ne faut pas banaliser la mort. 40 morts en une semaine, en 48 heures, c'est trop. Il ne faut pas banaliser les vies des Camerounais. Il faut montrer un sérieux, que la vie du Camerounais est au centre des préoccupations de nos pouvoirs publics. Raison pour laquelle il y a un autre problème qui se pose, celui de la corruption que la gendarmerie nationale, les forces de maintien de l'ordre ont installé tout au long de ces axes routiers. C'est-à-dire que voilà un autre fonds qui est mis en place depuis des décennies au Cameroun. Et donc personne ne dénonce. Merci. Combien de milliards ces gendarmes et ces policiers collectent sur le fonds routier et tout le temps de manière informelle et qui n'est pas réinvesti. Merci André Luther. Bertrand, oui, Pierre-Emmanuel Bignam. C'est vrai que je reçois un message qui parle de vous là. Effectivement, je rappelle que le 6 71 10 10 27, c'est pour vos contributions. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. J'adore votre émission Vitrine 237, mais votre invité en la personne de Monsieur Luther Meka est un homme de mauvaise foi. Vraiment, je ne vais pas continuer le message parce que en réalité, dans le fond, il demande que Meka ne participe plus dans les débats. Non, il n'a pas de... En réalité... Non, le débat est contradictoire. Bertrand Tatinga, le Cameroun, en réalité, ne manque pas de politique en matière d'aménagement de routes. On a tout un secrétariat d'État en charge des routes au ministère des Sports. Mais la vérité, c'est que les mêmes problématiques sont posées et qu'il n'y a véritablement pas de solution. Il faut dire que l'État ne dort pas. Je rappelle qu'il y a un ministre des Travaux publics, parce que c'est plus dans le domaine du ministère des Travaux publics, qui a été arrêté, qui est en fuite. D'autres, peut-être, le sauront. Donc, l'État, sur ces questions, et c'est un ministère qui brasse beaucoup d'argent. C'est vrai, c'est une question sur laquelle c'est aussi difficile de faire polémique. Est-ce qu'il faut les états généraux du transport? Est-ce qu'il faut poser véritablement des problèmes? Je crois que monsieur Lomepi, c'est un syndicaliste. Je ne suis pas dans le domaine. Il y a beaucoup de questions à voir. Nous avons, c'est vrai, 70% d'accidents sur ce triangle-là. Il faut améliorer les routes à ce niveau. Mais sauf que j'ai essayé de regarder l'origine de 3 accidents qui ont été effroyables. Premier accident sur la falaise de Sanchou, à 3 heures du matin. Un individu, avec un camion qui n'a aucun contrôle technique, qui n'a rien du tout, transporte de l'essence frelatée. Ses freins lâchent. Donc, il part de son côté, va frapper un bus qui, lui, respecte la réglementation, a la vitesse qu'il faut, et dans son couloir, résultat des courses, comme il a de l'essence frelatée, ça prend feu. 30aine de morts.
Après avoir traversé 3 contrôles de police et de gendarmerie. Ça fait pas de Première corruption. responsabilité. Deuxième responsabilité, dernièrement, sur le gros accident qu'il y a eu. L'accident s'est fait au sorti d'un virage. Tous ceux qui conduisent savent qu'on prend un virage en deuxième. Vous prenez un virage en troisième, vous êtes déjà un délinquant de la route. Nous qui avons fait l'effort d'aller à l'auto-école pour avoir des permis. Prendre un virage en deuxième. Et en deuxième, on est à 40. Quand on est même en 50, on force sa deuxième. Ben, il est à 90. Il prend un virage. Il y a au moins sur cette route-là ce qu'on va appeler une démarcation verticale. C'est-à-dire la ligne continue blanche. On ne la chevauche même pas. J'ai pris 25 000 sur Douala Yaoundé, l'ayant chevauché. Emmanuel Bignam dit que ça n'existe plus, la matérialisation des routes. Sur cette route, je parle de cet accident à cet endroit-là. Il y avait une matérialisation et il y avait une ligne continue blanche. Donc, non seulement il prend son virage à 90, il déborde de la ligne blanche, accident de circulation, une dizaine de morts. Autre accident qui a défrayé la chronique. Un monsieur transporte son huile de palme. Il a son camion avec son huile de palme. Il ne s'arrange pas, il vérifie pas que c'est bien bouché. Eh bien, il accélère. Ça s'ouvre. L'huile de palme se déverse. Derrière, il y a un bus d'une compagnie qui met très cher. C'est un aîné qui a cette compagnie. Je ne donne pas le nom. Eh bien, son chauffeur arrive et se met à danser sur la route. Les freins ne donnent plus. Eh bien, il y a l'huile de palme. 15 morts. Quand vous voyez ça, je suis d'accord avec mon frère Bigna. Il va falloir régler le problème des routes au Cameroun. Il va falloir être, comment je vais dire que, à la limite même, des dictateurs. Mais de ces 3 accidents, il n'y a pas aussi une petite responsabilité humaine et de sérieux. Grosse responsabilité. Il n'y a pas aussi ce type de responsabilité. Déjà, il y a 4 infractions. Vous avez de l'essence frelatée. Vous le transportez dans un camion qui ne respecte pas les normes. Vous êtes en pleine allure. Vous, et c'est vrai, là où vous traversez les barrières de gendarmerie. Donc le pauvre chauffeur qu'on a gardé à vue et qui certainement est en prison, on n'a pas mené l'enquête au fond de savoir que monsieur, vous avez traversé quelle barrière de gendarmerie. Voilà. Parce que les services de sécurité au Cameroun sont des plus réglementés. À toutes les secondes, on sait où se trouve un gendarme et la fonction qu'il occupe sur la route. Tout à fait. Là, est-ce que ça peut être sérieux? Est-ce que ça incite vraiment les Camerounais à croire qu'il y a une politique de lutte contre la délinquance routière? Voilà. Donc voilà, vous voyez donc que sur des questions comme ça, on engage la vie des hommes. Moi et mon frère Bignon, on est en désaccord sur beaucoup de choses. Bientôt, on va même entrer certainement en guerre quand on va parler d'autres choses. Mais sur des questions comme ça, franchement, là, c'est vrai. Il faut même des états généraux. Vraiment, qu'on ait ces états généraux, qu'on prenne conscience, nous, et qu'on sanctionne avec la dernière énergie ceux qui sont garants de l'autorité sur les routes et qui se laissent acheter pour nous. Je voudrais tout de même préciser Oui, une très rapidement, petite chose, André, que la démonstration que fait M. Tatinda démontre l'insouciance des chauffeurs. Tout à fait. Parce que c'est important de le démontrer. Parce que lorsqu'il fait une sorte d'anamnèse, de diagnostic des 3 accidents qu'il a démontrés, ça veut dire qu'il y a une insouciance des chauffeurs qui ne prennent pas en compte la vie des hommes qu'ils protègent. Parce que là, imaginons, même si c'était l'autoroute, Même si c'était l'autoroute. Avec de l'huile qui se déverse sur l'autoroute, ce serait une hécatombe. Ce serait l'hécatombe. Donc c'est important également, je vous ai dit, au niveau des hommes, qu'il y ait une certaine conscience professionnelle par rapport à ce métier de chauffeur. Merci. Raoul Lemoki, la situation des accidents continue également de préoccuper. Parce que là, il s'agit des vies humaines. Mais en l'état actuel, le triangle de la mort a été développé, a été reconnu là. On se demande bien comment on fait finalement, effectivement, pour que le fonds routier qui existe au Cameroun, que l'argent du fonds routier sert à l'amélioration, l'aménagement des routes au Cameroun. Vous voyez tout que le schéma que j'ai eu à présenter lors de ma deuxième prise de parole renseigne aussi sur ce que nous disons en parlant des routes. Il y a un fonds routier, mais celui qui gère ce fonds routier n'utilise pas l'argent qui sort de ses propres poches. C'est les impôts et les taxes des Camerounais. C'est-à-dire que les Camerounais ont contribué. Que voilà, vous voulez, n'est-ce pas, nous donner des routes de qualité. Bon, quelle est notre contribution? On dit payer les taxes, payer les impôts, les gens payent. Mais maintenant, où sont les routes? Je voudrais quand même rappeler que le développement des infrastructures routières du Cameroun ne suit pas la courbe, premièrement, de l'évolution démographique, deuxièmement, des enjeux en termes de projection de développement. Parce qu'il faut se demander quelle est
quel rôle les routes jouent dans le dispositif, n'est-ce pas, de développement du Cameroun, selon ceux qui dirigent le Cameroun. Parce que c'est ça la question. Peut-être faudrait-il qu'on commence par rappeler que lorsqu'on inaugure le premier pont sur le Vouri en 1955, Bonabéry avait à peine 50 voitures. Parce qu'il faut qu'on comprenne bien ce que je veux dire. Lorsqu'on inaugure ce pont, Bonabéry a à peine 50 voitures. Ce pont est donc adapté pour desservir les gens qui vont et viennent, Bonabéry, Douala et ainsi de suite. Quand vous regardez vous-même la qualité des routes, on va bien parler, c'est vrai ce que M. Tatinda est en train de dire. Hein? Il y a des délinquants routiers, ça c'est vrai. Mais sur quelle route aussi? Quand on regarde nos routes et on a le courage de le dire, nos routes ne sont pas une invention de nos ingénieurs. Ce sont des pistes villageoises qu'on a simplement aménagées. Quand on nous présente dans le dispositif, n'est-ce pas, infrastructurel des routes camerounaises, une route qui sort, n'est-ce pas, de l'esprit de ceux qui dirigent le Cameroun. C'est-à-dire qui ne suit pas le tracé villageois. C'est ça toute la question. Il faut donc voir que les routes au Cameroun sont, à mes yeux, l'une des causes fondamentales des accidents de la circulation. D'abord, ces routes ne sont pas éclairées. Vous voyez? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de partir de Douala Yaoundé la nuit? Le ministre Ngale Bibé, n'est-ce pas, de transport, a signé un communiqué dans lequel il interdisait un type de feu sur les voitures. Peut-être on peut dire que ces gens qui utilisent ce genre de feu ont des problèmes de vision. Je crois qu'il y a aussi des statistiques dans ce sens qui ont été faites, n'est-ce pas, par une agence ou bien un mouvement syndical qui est très introduit dans la question de route pour montrer que près de 80 personnes qui conduisent ont des problèmes de vision. Bon, maintenant, avec des routes qui ne sont pas éclairées, bon, les gens vont mettre maintenant des phares qui vont déranger. Mais maintenant, en retour, quelles sont les dispositions que l'État lui-même prend pour éclairer les routes? Il faut bien poser les questions. Parce que si on interdit tel type de phare, n'est-ce pas, il faudrait que l'État crée les conditions pour que les phares qu'on autorise puissent permettre... Vous oubliez les voitures qu'on autorise à entrer pour les voitures, ça peut également se poser. Monsieur Sylvain, la qualité. Pour les voitures qu'on autorise, dont on autorise l'entrée au Cameroun, c'est un peu semblable, n'est-ce pas, aux bouteilles plastiques qu'on a eu à évoquer ici. C'est-à-dire qu'on est dans des républiques parallèles. Vous voyez, il y a la république des grands, la république des faibles. Les grands peuvent importer les papiers plastiques, les emballages plastiques comme bon leur semble. Les grands peuvent importer, n'est-ce pas, des voitures dont la largeur, n'est-ce pas, rend difficile la circulation de celui qui vient en face. Les grands peuvent faire venir des voitures qui sortent même du champ rationnel de la circulation routière. Vous voyez les voitures qui ont les 25 ans, les 30 ans. C'est là où on importe. La douane laisse faire. Peut-être aussi ça la tolérance administrative. Mais ici, une tolérance, n'est-ce pas, va contre les intérêts de la République. Le problème commence à se poser. Moi, je crois que c'est un problème sérieux. Personne ne peut être fier de savoir que l'un de ses proches est décédé dans un accident de la circulation. Je voudrais rappeler que pour l'accident de Sanchou, M. Tatinda a ouvert une petite fenêtre là-dessus. Je vais rapidement aussi la refermer. J'ai perdu ma belle-sœur et ses 3 enfants. Merci. Raoul Lemopi. On avance rapidement, on va poser la thématique uniquement sur le débat, parce qu'on a pris beaucoup de retard à l'entrée de cette émission. On parlera de la crise anglophone en rapport avec cet autre énième rapport de l'ONG Human Rights Watch, qui dénonce les violations de l'armée camerounaise aujourd'hui dans cette partie, dans cette zone-là. Je vais commencer cette thématique avec vous, Bertrand Tatinda. Nous posons bien la question de savoir, en réalité, ce rapport qui est dénoncé aujourd'hui par une partie de l'opinion publique, peut-être votre parti politique, le RDPC, on a encore vu là la sortie du CELCOM ou du chef service de la communication du MINDEF, le colonel Atonfak. On se demande bien, effectivement, si c'est pas ces sorties épistolaires qui visent à diaboliser, à incriminer ces rapports qui donnent
aujourd'hui le sens même dans le fond de ces rapports de Human Rights Watch, qui évoque aujourd'hui, pour le cas simplement du mois de juin, 33 bâtiments détruits, des pillages attribués à l'armée camerounaise. Même si l'ONG reconnaît que l'armée camerounaise, les forces de défense camerounaises doivent agir dans la légalité, mais il n'en demeure moins qu'ils ont pour responsabilité de protéger les droits humains. Ces rapports nous gênent beaucoup. Ces rapports nous gênent beaucoup. D'abord, je commence par apporter un soutien total à l'armée du Cameroun et à ses officiers généraux. Ces rapports nous gênent beaucoup parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Nous avons vu la floraison des rapports sur l'armée du Cameroun au début de la guerre contre Boko Haram. Et la guerre contre Boko Haram a été un style de guerre pour lequel nos militaires n'étaient vraiment pas formés. De ce qu'on va appeler les guerres asymétriques. D'ailleurs, quelle armée a été véritablement formée à ça? Le World Trade Center, c'était 5000 Américains morts. Les États-Unis attaqués à Manhattan. Je rappelle que New York, c'est la ville qui a, comment je vais dire, l'activité économique la plus prépondérante dans le monde. Washington ne s'est jamais senti autant humilié. Donc personne n'a la réponse à 100% d'une guerre asymétrique. Et nous avons vu, pendant que l'armée du Cameroun essayait de prendre la mesure de la chose, pendant que le président de la République mettait sur pied et convoquait une réunion de sécurité pour mettre sur pied la force multinationale, mais qui a des résultats probants, on va voir de partout. Incriminer l'armée du Cameroun. Mais sauf que nous, on va comprendre pourquoi. Parce qu'au-delà de ça, il y avait des intérêts cachés derrière. Il y a des intérêts cachés derrière Boko Haram. Et ça nous gêne. Vous voulez affronter le Cameroun. Vous voulez faire partie le président Biya. Eh bien, faites-le partie de façon conventionnelle. Il faut quand même mettre un peu d'élégance même dans la pratique politique. On ne fait pas tout en politique. On ne fait pas la politique sur tout. On ne fait pas le mercenariat sur tout. C'est des mercenaires. Ne me parlez pas des ONG, c'est des mercenaires. Parce que ces rapports, nous les lisons. Nous avons arrêté de les lire. Parce que c'était truffé de blablabla. Je rappelle que la base du bataillon intervention rapide de Marois, ils ont ouvert leurs portes. Ils ont tout ouvert. Parce que l'ONG expliquait que nous avons des preuves irréfutables qu'à l'intérieur s'y trouve généralement une salle de torture. Ce qu'on ne fait jamais dans des troupes d'élite. Le Pentagone ne va jamais vous ouvrir toutes ses portes. Le bataillon d'intervention rapide va ouvrir toutes ses portes et dire montrez-nous la salle de torture. Il n'y aura pas de salle de torture. Donc, ces rapports nous gênent beaucoup. Qu'il y ait des comportements inacceptables au sein des forces de sécurité, mais c'est vrai, on vient de tomber sur un sujet où on a été unanime qu'il faut sanctionner de la pire des espèces des gendarmes qui sont des délinquants de la route, parce qu'ils participent à la délinquance de la route. Je rappelle quand même qu'on est dans une armée où on a, comment je vais dire, un tribunal militaire au Cameroun. On a une cour martiale. Les militaires passent en cour martiale. J'y étais il y a 3 semaines. Certains y passaient. Je ne savais pas qu'au sein des CEMIL, il se trouvait des cellules. Un jour, je rencontre un responsable de la CEMIL à Yaoundé et j'entends beaucoup de bruit. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, colonel? Il me dit, c'est nos prisonniers. Je dis, ben vos prisonniers, vous êtes un tribunal ordinaire? Il dit, non, c'est nos militaires prisonniers. Vous savez d'où venaient ces enfants? Ces soldats venaient de Bakassi. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont violé les consignes à Bakassi. Ils en étaient une 15aine. Et ces enfants criaient dans les cellules que regardez comment vous nous traitez. Nous, on se bat pour le pays et tout et tout. Et on leur répondait que vous passerez devant les tribunaux. Donc, on ne peut pas dire que l'armée du Cameroun, sa hiérarchie militaire, n'est pas consciente de ça et ne punit sévèrement. Petit exemple. Les officiers militaires américains en Irak. Tapez bavure, torture, armée américaine. Tapez-le sur Google, on l'a. Vous en avez 5000 pages. Vous avez un officier... Vous voulez diaboliser le rapport qui est sur la table ou vous voulez comprendre les faits? Non, je veux dire que le rapport, c'est un rapport de mercenaires. Les intérêts sont derrière. Vous voulez que je parle en chinois? De gros intérêts financiers sont derrière. Les ONG aujourd'hui sont des bras armés d'intérêts financiers, même entre guillemets criminels. Et quand vous avez des guerres asymétriques, vous n'avez pas d'adversaire en face. Une guerre asymétrique veut dire qu'à tout moment, vous pouvez être tué. Donc, ça nécessite une formation, ça nécessite, comment je vais dire, une programmation, ça nécessite un type d'équipement, ça nécessite même ce qu'on va appeler une union sacrée. Parce que ce sont les populations qui aident à vaincre, à gagner une guerre asymétrique. Et quand on voit ça,
Donc nous disons non, quand même. L'armée du Cameroun, pour être sous-officier, sous-lieutenant dans l'armée du Cameroun, il faut braver l'un des concours les plus durs de ce pays, l'école militaire interarmée. Je parle sous-lieutenant. Or, un lieutenant américain, après les tortures, vous savez ce qu'ils ont fait, l'armée américaine a fait? Elle a abrégé leur contrat avec l'armée. Aux États-Unis, on ne juge pas les militaires qui sont sur le front de guerre. Les États-Unis se sont souscrits de la Cour pénale internationale. Donc quand ces ONG nous donnent des leçons, nous disons oui, il y a des lacunes dans notre armée, il y a des enfants qui ont violé des consignes, tolérance zéro. Le chef suprême des armées l'a dit. Et dans son dernier rapport sur Garbou, je chute là rapidement. Oui, très rapidement. Le président disait aux officiers, je paraphrase, je ne fais pas le mot à mot, que c'est la dernière fois que vous me faites parvenir un rapport dont vous n'êtes pas sûr. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que la communication avait été mauvaise. L'armée avait fait une communication et nous avait servi une version. Quand le président a prescrit les enquêtes, il y avait autre chose. Et le président va aller jusqu'à le dire. C'est-à-dire que non seulement au chef d'état-major et aux responsables militaires, que ne faites plus jamais ça. Merci. Avant de me faire parvenir un rapport, assurez-vous d'avoir mené véritablement des enquêtes et qu'on sanctionne des éléments. Merci Bertrand Tatinda. Avec vous, Pierre-Emmanuel Bignam. Ce rapport qui est diabolisé, incriminé aujourd'hui, on se demande bien, est-ce que cela aide à aller dans le fond des problématiques soulevées par l'ONG Human Rights Watch aujourd'hui dans le cadre de la crise anglophone? Cela n'aide pas, M. Tchokoga, cela n'aide pas. Cette attitude du gouvernement camerounais à vouloir toujours tout justifier, à vouloir toujours masquer les réalités, la vérité, cela n'aide pas, en effet. Cette attitude renforce plutôt la position de ceux qui pensent que le gouvernement ne ménage pas assez d'efforts pour mettre un terme à cette guerre. Parce que le rapport de Human Rights Watch, ces gens, contrairement à ce que pense mon ami Bertrand, ces gens ne sont pas des brigands, comme il estime. Non du tout. Parce que je vais prendre un cas simple. On connaît ce qui s'est passé avec l'affaire de Garbou. Toujours le même Human Rights Watch a commis un rapport sur le drame de Garbou, qui a été contesté. Lorsque le président Paul Biya a ordonné une enquête indépendante, on a vu que les résultats de l'enquête indépendante avec les résultats de l'enquête de Human Rights Watch étaient similaires. En termes de chiffres, en termes de faits, et sur le récit même du rapport. Donc parfois, notre gouvernement a une façon de communiquer qui, au lieu d'arranger la situation, l'empire souvent. Je dis qu'il n'y a aucun intérêt de ce que l'armée, à travers Atonfac, fasse ce genre de communiqué. C'est un communiqué qui est incendiaire. Pour résoudre une guerre, il faut que la vérité soit rétablie. Et lorsque la vérité est rétablie, la justice prend son cours. Et lorsque la justice prend son cours, il y a le pardon, la réconciliation et la paix. Et l'une des choses qui contribue à rétablir la vérité, c'est de faire des rapports exacts. Tout au moins, dans lesquels la marge d'erreur, parce qu'il n'y a pas de perfection de ce monde, dans lesquels la marge d'erreur est tellement infime, sinon même négligeable. Alors, moi, je pense que le rapport de Human Rights Watch est plus proche de la réalité que par rapport à ce que le gouvernement pense. C'est un rapport qui est vrai. Je pense qu'ils ont même omis certaines choses là-dedans. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut incriminer l'armée camerounaise dans une guerre asymétrique dans laquelle ils sont enlisés, parce que l'armée n'y est pour rien. Il faut le préciser ici. L'armée et les populations civiles sont autant victimes de cette guerre que tout le Camerounais. Par contre, les responsables de cette guerre sont au premier chef les séparatistes qui ont porté les armes, et puis le gouvernement camerounais qui a été dans une léthargie profonde, dans la réactivité qui allait mettre un terme au résoudre de cette guerre-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ce genre de situation? Il faut souvent dénoncer et condamner. C'est le cas de Human Rights Watch. C'est le cas du mouvement pour la Renaissance Cameroun, la société civile camerounaise.
et d'autres partis d'opposition. Il faut dénoncer. Ne veut pas dire que il faut avoir une dénonciation à tête chercheuse, qui est seulement dans un sens. Autant je dis que je condamne l'attitude de la communication de Colonel Tonfak, autant je condamne également cette attitude de ces séparatistes-là, qui davantage contribue à radicaliser les positions en faisant circuler les vidéos virales. Il y a des vidéos virales que moi j'ai vues sur le mois de juillet, où les gens, impunément, font la promotion de l'explosion d'un véhicule qui transporte les militaires camerounais. Des gens qu'on a envoyés pour protéger leur population contre les exactions perpétrées par les séparatistes. Et ils se permettent de faire véhiculer une vidéo dans laquelle ils sont en train de monter un coup et ils expliquent, voilà, le véhicule arrive, il parle en pédine, boum, ça explose. Mais il faut condamner ce genre d'attitude. Ça, c'est le banditisme, ça, c'est la méchanceté. Je condamne ça avec ma dernière énergie. Les vies des militaires camerounais ne doivent pas être banalisées jusqu'à ce point-là. Ce sont des Camerounais comme nous. Merci. Maintenant. Oui, je suis tout rapidement un peu, Emmanuel. Moi, j'ai l'habitude de me tenir toujours du côté de la vérité. Maintenant, quant à ce qui concerne l'armée camerounaise, j'ai expliqué préalablement qu'elle est victime de ce qui se passe. Et elle est là pour faire son job. Je les interpelle à limiter, sinon à mettre un terme aux exactions. Ils ont un cahier de charge. Ils doivent avoir le réflexe de protéger d'abord les populations. C'est vrai que ces populations elles-mêmes ne coopèrent pas. Ne coopèrent pas à tort ou à travers. Elles seules savent pourquoi elles ne coopèrent pas. Mais je pense que si jusqu'à présent les populations ne coopèrent pas, ça veut dire qu'elles sont d'accord avec les revendications de ces séparatistes-là. Mais les populations ne sont pas d'accord de la terreur dont elles sont en train de vivre. Donc que l'armée camerounaise également soit vigilante et prudente. Et je suis aussi d'accord qu'il y a la cour martiale au Cameroun. Mais je voudrais aussi dire à mon ami Tassinda qu'il y a la cour martiale aux États-Unis d'Amérique qui condamne même les anciens militaires qui sortent des guerres comme l'Afghanistan et autres. La presse américaine même parfois a souvent taxé ça d'injustice, de ce que les gens rentrent des guerres dont ils n'ont pas été des responsables et qu'à la suite de ça, ils se retrouvent condamnés au lieu d'avoir une retraite paisible. Les Américains, les militaires américains le connaissent également. Merci. Raoul Lemopi, ce rapport qui fait à nouveau grand bruit au Cameroun, au moment où nous parlons, bien nous permet de poser également cette question de savoir un rapport pour contribuer à l'apaisement ou alors un rapport pour permettre d'enliser la situation de crise qui se vit dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Selon Bertrand Tatinda, P. Emmanuel indique effectivement que le rapport de l'ONG est proche de la vérité. Mais on se demande bien, toutes ces querelles, à quoi nous servent? À quoi servent toutes ces querelles-là aujourd'hui dans le contexte actuel de crise? Alors, je vais d'abord emboîter le pas à Binyam, qui est revenu sur ce que M. Tatsida a eu à dire, parce que notre rôle ici est aussi un rôle pédagogique. Les Américains jugent les militaires. Il y a l'Uniform Code of Military Justice, voté par le Congrès américain de 1950, qui demandait même aux justiciables d'être accompagnés par des avocats. Nous avons vu l'affaire Floyd. Vous pensez qu'on a traduit le policier devant les tribunaux pour laisser libre beaucoup aux militaires? Et ce qu'il a dit est vrai. Parce que justement, quand vous dites que les militaires américains ne sont pas jugés, on a comme l'impression qu'il y a comme des sortes de passe-droit, une sorte de neutralité éthique, ce qui n'est pas vrai. Il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on comprenne très bien que le problème des rapports, vrai ou faux, renseigne les Camerounais sur ce qui probablement, parce que maintenant, je pèse mes mots, ce qui probablement se passe, et c'est au terme des discussions qu'on peut avoir une certaine idée de la vérité. Surtout que ces rapports, avant d'être rendus publics,
sont d'abord mis à la disposition de l'État du Cameroun afin qu'ils puissent les lire. Il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais. Disons-nous aussi que, et ça c'est vrai, c'est un raisonnement par la récurrence, les mêmes qui laissent entrer les bouteilles plastiques qui causent l'inondation, les mêmes qui laissent passer les camions d'essence sans papier, sans conformité de transport, ce sont les mêmes qu'on envoie sur le front. Parce qu'on n'invente pas les nouveaux gendarmes ou les nouveaux militaires pour les envoyer dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, dans l'extrême nord. Et je ne pense pas que sur le théâtre des opérations, les natures peuvent changer comme ça de manière brusque. Ils vont là-bas avec tout leur tas et avatar, leur traumatisme enfantin, psychologique, professionnel. Et quand ils se mettent, n'est-ce pas, à écraser les innocents, il faudrait quand même que les gens s'indignent et disent plus jamais ça. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on leur a demandé de faire avec les impôts, les taxes, nos propres contributions que nous payons pour la bonne marche de la République. Quand on me parle encore de la guerre contre Boko Haram, je serais d'accord. Ce qui se passe dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, c'est la saleté. C'est même de la honte. Et quand mon collègue et ami Fridolin Kay, n'est-ce pas, parle des soldats bandits, c'est justement de ces genres de soldats qui sont mis en vitrine. C'est ces soldats bandits qui sont mis en vitrine par Fridolin Kay. Parce qu'à côté, il y a les soldats citoyens, il y a les soldats patriotes. Et si Human Rights Watch doit nous permettre de débusquer même à coups de marteau, s'il le faut, ces mauvais soldats, disons-nous unanimement que Human Rights Watch continue de nous battre du bon tam-tam. Parce que les gens qu'on tue là, ce sont les Camerounais. C'est pas parce qu'on n'a pas encore tué vos propres frères que vous allez dire qu'on peut venir, on va discuter à longueur de journée. Chaque Camerounais qui tombe pour les causes inutiles, c'est honte pour ceux qui nourrissent et enrichissent cette guerre. André Luther Meka, l'ONG Human Rights Watch qui dénonce les violations de l'armée camerounaise aujourd'hui, en indiquant effectivement que cette armée est dans son droit légal d'agir, mais tout en respectant la protection des droits de l'homme. Je voudrais d'abord apporter tout mon soutien aux forces de l'ordre du Cameroun qui font des efforts surhumains pour pouvoir nous préserver de l'insécurité et pour pouvoir préserver le Cameroun, n'est-ce pas, de la séparation. Donc, je crois qu'ils travaillent pour l'intégrité territoriale et je ne peux que leur apporter mon soutien. Vous savez, je vais vous dire que je suis fatigué de ces débats parce que je l'ai déjà dit, c'est un complot international. C'est un complot international qui a des ramifications politiques. Ce complot international, c'est tout simplement, comme disait mon frère Tatinda, pour chasser le président Paul Biya. Et pour chasser le président Paul Biya, je vais vous raconter une anecdote. Il y en a qui, en 1990, qui ont pensé que pour chasser Paul Biya, il faut créer les villes mortes et asphyxier l'économie. Et en asphyxiant l'économie, le peuple va sortir et va se fédérer autour, n'est-ce pas, de la crise et on va chasser Paul Biya. Cette fois-ci, la méthode est autre. La méthode, c'est de créer des guerres et ces guerres sont imbriquées par des hommes politiques en pensant que avec des morts qu'ils orchestrent dans leur propre territoire, c'est-à-dire dans le territoire camerounais, ils tuent leurs propres frères, avec des ONG comme vous citez là, qui sont des espions du monde et qui sont envoyés en éclaireur pour intoxiquer l'opinion, ils vont chasser le président Paul Biya. Je voudrais vous dire que dans cette situation, il y a la dynamique intérieure, c'est-à-dire il y a des complices dans ce pays qui veulent chasser le président et qui achètent la malchance, qui achètent la mort, qui achètent le terrorisme pour pouvoir chasser le président, et la dynamique du dehors, c'est-à-dire ces grandes puissances qui sont là en éveil avec des yeux de prédateurs pour venir voler, pour venir piller nos richesses et qui accompagnent ce genre de mouvement avec des ONG pareilles où on finance et qui sortent des rapports pour discréditer le président Paul Biya, l'armée, aux yeux des Camerounais, aux yeux, n'est-ce pas, de la communauté internationale, en espérant que leur grosse machine de mafia internationale, l'ONU, va envahir le Cameroun par ses soldats. Voilà l'orchestration qui se passe.
Et cette orchestration, malheureusement, il y a des Camerounais qui y sont et qui sont à plein pied là-dedans. Moi, je remercie le MRC dont j'ai été agréablement surpris par l'approche républicaine qui commence à comprendre que l'armée fait son travail et que l'armée protège les Camerounais, même si dans certains corps, il y a des brebis galeuses. Encore que M. Tatinda a dit tout à l'heure que nous sommes le seul pays au monde, ou du moins en Afrique subsaharienne, où on punit nos propres soldats, où il y a une enquête neutre, parce que l'enquête de Garbou, je crois bien que c'est la présidence qui a fait ce communiqué, en mettant tout à fait, et qui a admis un certain nombre, n'est-ce pas, de dérapages, et je crois que les mises en cause avaient été arrêtées. Donc, moi je parle aux Camerounais qui soutiennent les séparatistes, et dont chaque jour, les Camerounais sont, l'armée meurt, la police meurt, et les séparatistes tuent leurs propres frères. Quel est ce genre de séparatiste où chaque jour on décapite les gens, on évente les gens, on tue les gens? Je crois que là, c'est une orchestration, une entreprise maléfique. Une entreprise maléfique, une entreprise qui est en train de mettre le chaos auprès des Camerounais. Donc, on ne peut pas chasser Paul Biya en achetant les terroristes, en créant des séparatistes qui sont pilotés depuis la métropole, parce qu'on a vu les prix de pétrole, il y a les pèlerins, il y a les terres, il y a le manganèse, il y a le magnésium. À aucun moment, les revendications de ces Camerounais a évoqué un pan vouloir chasser Paul Biya. Vous savez comment ça a commencé, cette crise-là? Eh bien, écoutez, c'est être naïf. C'est être très naïf. Ce sont des faits. C'est être très naïf. C'est parce que vous ne lisez pas les messages. Il y a des gens qui écrivent, qui disent que cette guerre ne peut s'arranger que si Paul Biya part. Oui, c'est une opinion. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une opinion. C'est un message politique clair. Quand un sous-ministre américain le dit... C'est un message politique clair. Et je crois que même à Boko Haram, on a suivi ce genre de message où on disait qu'il faudrait que le gouvernement maléfique de Yaoundé parte et tout. C'est des orchestrations. C'est des orchestrations maléfiques des entrepreneurs de la mort qui veulent s'accaparer du Cameroun. Donc je vais chuter en disant que nous n'avons pas deux pays. Peut-être que Pierre-Emmanuel Bignam a 4 nationalités. Mais je sais que lui n'a pas ces nationalités-là, moi également. Nous n'avons qu'un seul pays. Et nous devons de faire des efforts pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Et j'invite tous nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à faire la paix pour qu'ensuite nous puissions avancer dans notre destin commun, qui est le Cameroun. Parce qu'il faut le dire, nous avons des ancêtres politiques, administratifs, qui ont combattu pour que nous soyons unis, qui ont fait des réunions, qui ont eu des jours et des nuits de travail pour que nous soyons ensemble. Et avant la colonisation britannique française, on était ensemble. Pourquoi il faut se séparer? Pour des intérêts égoïstes? Non, nous devons être un et indivisibles. Merci. Quelques SMS et puis on revient clôturer le plateau de ce dimanche. Bonjour à tout le plateau, moi c'est Loïc Tekou de Douala. À mon avis, nous devons améliorer l'état de nos routes, comme disent nos confrères, mais nos voies ferrées sont aussi un moyen de transport à viabiliser, car elle réduira le nombre de l'accident de la route et la pollution de l'environnement avec un système de transport ferroviaire nouveau tel que les TGV. Un boost économique suivra dans les grandes agglomérations traversées, réduisant par la crise rurale et accentuera la décentralisation. Ça, c'est un autre message. Un autre message rapidement. Salut spécial à Monsieur Bertrand Tatinda. C'est un républicain de la première heure. Il faut rappeler là également, bonjour à tous sur le plateau, je voudrais saluer la pertinence de mon grand frère Luther Meka quand il parle de la
péréquation de l'État du Cameroun pour l'émergence de plusieurs villes viables au lieu de tout concentrer sur une seule ville comme le font certains pays. Monsieur Tchokoga, il est erroné de dire que le Cameroun est classé parmi les pays les plus accidentogènes du monde. Dites aussi à Raoul Lemopi que les statistiques mondiales en matière d'accidents montrent que les facteurs humains sont responsables à plus de 60%, qu'il arrête de désinformer les Camerounais. Il s'agit du message de Yves Abama. Voilà, merci, c'est terminé là. Merci Bertrand Tatila d'être venu. Merci à vous Pierre-Emmanuel Bignam. Merci Sylvain. Merci Raoul Lemopi. Merci, je ne peux pas, n'est-ce pas, quitter ce plateau sans demander à l'inspecteur principal Mingole Fabrice qui travaille à la police, au commissariat de sécurité publique de Bafang, de venir me remettre mon permis de conduire et ma carte nationale d'identité. Merci André Lutemeka. Je vous remercie pour ce déjeuner intellectuel, comme quelqu'un l'a dit. Et j'espère que les Camerounais ont pu tirer la bonne graine dans tout ce que nous avons dit pour que la paix règne dans notre pays et qu'ils soient tous solidaires derrière le chef de l'État, son Excellence Paul Biya le Sage, l'homme de la paix. Merci à tous et à toutes ceux qui prennent du plaisir d'ailleurs à nous suivre tous les dimanches lorsqu'il est 10h sur My Media Prime Télévision, la télévision du futur. C'est votre programme Vitrine 237. Dimanche prochain, lorsqu'il sera 10h, retrouvez Sylvain Tchokoga avec un autre panel. Mais notez que ce soir, à partir de 16h passé de 30 minutes, vous pouvez resuivre cet autre numéro de Vitrine 237, y compris mercredi, lorsqu'il sera 21h passé de 30 minutes. Restez sur les programmes de My Media Prime Télévision, la télé du futur, à dimanche 10h.